Bonjour, chers amis vétérinaires. Bonjour et heureux que vous soyez là à ce rendez-vous du deuxième module du VET Éco-Programme en compagnie de Denis Marcia, que vous commencez à connaître un peu plus. Mais peut-être, Denis, juste un petit mot te concernant pour celles et ceux qui viennent peut-être pour la première fois à ce rendez-vous. Oui, bien bonjour à toutes et à tous. Donc Denis Marcia, je suis consultant en développement durable et aussi vétérinaire. Très beau métier que j'ai eu l'occasion de pratiquer au début de ma carrière avant de passer 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et puis de fonder ma société de consulting sur les thématiques qui vont nous occuper aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous, chers consoeurs et chers confrères. On en profite pour saluer David qui est avec nous. Il y a Gaël également, Alma, Amandine, Julien, Élise, Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe, Céline, Manon, Laura. Voilà, et ça continue à s'inscrire au fur et à mesure. En tout cas, on sait que le timing est a priori le mieux parce que les journées sont intenses. Mais en tout cas, merci de prendre le temps de vous connecter. On pense en tout cas vous comme nous, que le sujet en vaut la peine et donne beaucoup de sens. Peut-être juste un petit mot, ce que je disais à Denis pour commencer. J'étais à Veto Alpes, donc c'est à Chamonix, hier soir et ce matin, et je viens de rentrer au bureau. Et c'est vrai que vous avez en dessous du Mont Blanc donc le glacier. Et alors, j'ai une photo que j'ai prise ce matin. Alors, c'était partager l'écran. Je vais vous montrer ça. C'est du direct. Mais on parle souvent, un peu comme dans des livres, hein, sur le côté, un peu comme un livre sur justement sur le côté développement durable. Mais voilà les effets en effet du fait qu'on ne prenne pas toujours soin de la planète. Voilà, vous avez le glacier. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous le voyez ou pas? Moi je Denis, le tu le vois en vois? tout cas. Oui, oui, tout à D'accord, fait. super. Bon, ça veut dire que c'est bon pour tout le monde. Le glacier qui est ici, qui descendait beaucoup plus bas avant, et puis même en fait quand vous arrivez en haut du glacier, avant le glacier arrivait à l'endroit où s'arrête en fait le train, et aujourd'hui il faut descendre 30 mètres plus bas parce que le glacier a fondu. Donc voilà un exemple très concret qui nous pousse et nous motive à dire ok, on va faire en sorte que nos enfants puissent avoir un jour la chance de le voir. Mais voilà, on sait que ce qu'ils disent dans la région, ils estiment que d'ici une quinzaine d'années, malheureusement, toute la très grande partie du glacier, on la verra plus. Donc voilà, des éléments qui sont à la fois frustrants, mais qui sont aussi très positifs pour nous dire, OK, eh bien, chaque geste compte et on va voir comment on va pouvoir avancer ensemble. Mon cher Denis, quel est l'objectif du jour? Alors, l'objectif du jour, donc, c'est de parler un peu et de préciser des éléments de terminologie du développement durable qui vont beaucoup nous aider pour la suite dans la mise en place du programme. Alors, en intro, j'avais salué donc mes consoeurs et mes confrères. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons également à bord au moins une ASV, ce qui est très bien parce que le développement durable dans la clinique, c'est l'affaire de tous. Et c'est important aussi que les ASV puissent participer à ces programmes. Vous gérez, mesdames et peut-être messieurs les ASV, une partie aussi de la relation client. Vous êtes fortement impliqués dans les achats de la clinique, dans sa gestion quotidienne. Donc, vous êtes également les bienvenus et les bienvenus. Aujourd'hui au programme, ça tombe bien, on est sur le temps de midi. Je vous parlerai de tomates suédoises, de viande et aussi de croquettes. Donc, vous pourrez faire votre choix dans le menu de ce jour. Alors, on va commencer puisque le temps file. Tout d'abord, par quelques rappels pour ceux éventuellement qui n'auraient pas pu assister au module 1. Je vous rappelle qu'ils sont disponibles en replay sur votre plateforme VetFamily. Une définition qu'on avait donnée au départ, donc le développement durable, c'est la capacité à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Il y a trois piliers, il y a le pilier économique, le pilier sociétal et le pilier environnemental. Pour l'instant, dans cet éco-programme, on s'occupe surtout du pilier environnemental. Il ne faut pas perdre de vue les deux autres piliers. Vous voyez que c'est quand on tient compte des trois qu'au centre des recouvrements des cercles,
on a du développement durable. Donc, développer la clinique durablement, c'est aussi la développer économiquement et c'est également prendre en compte les éléments sociétaux sur lesquels on ne passera pas de temps aujourd'hui. Ensuite, on avait vu dans ce premier module deux grands sujets, les gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle les GES dans notre jargon de spécialistes du développement durable. Vous connaissez mieux sous le nom de CO2, mais il y a d'autres gaz, le méthane et le protoxyde d'azote principalement, qui sont des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une problématique. Et puis de l'autre côté ou en parallèle, on a également la problématique de la biodiversité qui s'effondre. Et on avait vu que pour l'instant, le réchauffement climatique n'est pas le principal responsable de cet effondrement de la biodiversité, que cet effondrement est essentiellement dû aux pratiques agricoles, à la destruction des habitats et aux pollutions. Donc pour le moment, on a bien deux très grands sujets à traiter quand on parle de politique environnementale. Bien sûr, les deux interagissent l'un sur l'autre. Et à terme, si la planète se réchauffait trop, bien sûr que le réchauffement climatique aura un effet majeur sur la biodiversité. On avait dit aussi, c'est important de l'avoir en tête, toute activité humaine génère toujours un peu de gaz à effet de serre et génère toujours des impacts sur la biodiversité. Donc le but, c'est pas d'arriver à zéro sur tout ça, et on va reparler dans une minute de la neutralité carbone, dont vous entendez beaucoup parler pour le moment. Donc le but, c'est pas que l'activité humaine n'ait plus du tout d'émissions de gaz à effet de serre ou plus du tout d'impact sur la biodiversité, c'est simplement régler l'équilibre, et c'est pour ça qu'il y a une balance, à un niveau où la planète peut compenser nos émissions et nos dégradations sur l'environnement par le renouvellement naturel. Et on avait dit dans le premier module qu'aujourd'hui, on émet environ par Français par an environ 11 tonnes de gaz à effet de serre et que pour rester dans un climat stable, il faut être à 2 tonnes dans les années à venir. Donc un effort important, néanmoins faisable. Je ne reviens pas sur tout ce qu'on avait dit dans le module 1. N'hésitez pas encore une fois à revoir le replay. Et donc quand on a cet équilibre entre ce que l'humain produit et ce que la nature peut compenser, on arrive à l'équilibre et on peut parler de développement durable dans le temps. Aujourd'hui, donc, on va revenir sur une série de termes que vous voyez passer tous les jours, écolabel, label de certification. On va parler un petit peu de marque, on va prendre des exemples concrets et on va commencer tout d'abord par la neutralité carbone qui est en tête de liste. On parle également ensuite de l'analyse du cycle de vie. On va voir tout ça au fur et à mesure. Alors, la neutralité carbone, on en parle beaucoup pour l'instant. Je vous ai mis un exemple en dessous que je vais commenter dans une minute. Alors, la définition de la neutralité carbone, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gaz à effet de serre émis par l'homme, moins les gaz, attention, c'est important, extraits par l'homme, égal à zéro. Donc, la vraie neutralité carbone, si on s'attache vraiment à la définition, c'est bien ça. D'un côté, j'émets, et de l'autre côté, je retire volontairement. Je viens de vous dire juste avant que si on arrivait à peu près à 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, la nature pourrait compenser. Donc dans ce cas-là, on n'est pas dans une neutralité carbone, puisque c'est pas l'homme qui retire les 2 tonnes qui continue à émettre, c'est la nature qui s'en occupe. Néanmoins, et c'est bien le but, c'est d'arriver, comme je l'ai dit en introduction, à cet équilibre. J'émets d'un côté, la nature peut compenser en partie. Si l'équilibre est atteint, on parle de développement durable. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être à une neutralité carbone pour parler de développement durable. Néanmoins, ça devient un terme qui est très, très utilisé dans les médias et qui est souvent utilisé à tort. Alors, je prends l'exemple de Bayer. Je vous lis la petite phrase que vous avez certainement déjà parcourue. Bayer s'est fixé jusqu'à 2030 pour devenir neutre en carbone. Pour atteindre cet objectif, Bayer s'engage à passer à 100% d'électricité renouvelable et à compenser ses émissions via la capture du carbone. Alors la phrase est un petit peu, la deuxième partie de la phrase est un peu ambiguë puisqu'ils ont l'air de dire que leur neutralité carbone, ça portera sur l'électricité et pas peut-être sur l'ensemble de l'activité de la société. Il ne précise pas non plus si c'est Bayer au niveau du siège central en Allemagne ou si c'est Bayer dans toutes les filiales. Donc il y a un certain nombre de flous autour de leur notion de neutralité carbone. Et aujourd'hui, et je vous cite tout ça parce que vous allez voir débarquer, vous l'avez certainement déjà vu, toute une série de produits, de services, etc., qui vont se recommander ou qui vont prôner plus les uns que les autres
la neutralité carbone. Attention, c'est un petit peu plus complexe que ça et on vous accompagnera pour faire les bons choix et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, la neutralité carbone, retenez que c'est quand même quelque chose de relativement difficile, qu'il ne faut pas forcément être neutre en carbone pour arriver à un développement durable, mais qu'il faut s'assurer que les émissions de carbone et plus largement de gaz à effet de serre que l'on fait soient compatibles avec un renouvellement, un taux de renouvellement, un niveau de renouvellement que la planète est capable d'assumer. Je ne vais pas plus loin sur cette notion de bilan carbone ou de neutralité carbone. On pourrait y passer l'après-midi. Voilà. Retenez que c'est une notion qui demande quand même qu'on l'approfondisse bien. Et dans l'accompagnement qu'on vous proposera dans le VT Éco-programme, on fera bien sûr ces analyses pour vous de manière à ce que vous puissiez faire des choix éclairés. Alors, on va parler maintenant de quelque chose d'important qui est l'analyse du cycle de vie. Qu'est-ce donc que cette histoire? Eh bien, l'analyse du cycle de vie, c'est la méthode aujourd'hui la plus puissante et la plus complète pour analyser un produit ou un service en regard de son impact environnemental. On l'a dit dans le module 1, il y a d'un côté les émissions de gaz à effet de serre, de l'autre côté la biodiversité. Donc vous pourriez me dire, bon, c'est bien, mais enfin, s'il faut qu'on regarde d'un côté les gaz à effet de serre, de l'autre côté la biodiversité, puis un peu la pollution, etc. Eh bien justement, on a un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie qui va prendre en compte tout ça. Donc ça va commencer avec le petit arbre au-dessus par les matières premières. Quelles sont les matières premières utilisées pour mon produit ou pour mon service? Si je mets en place un site internet, il y a un service derrière, on a extrait des métaux lourds et diverses substances pour fabriquer des ordinateurs, gérer des terminaux d'ordinateurs, etc. Donc on va analyser les matières premières. Ensuite, on va analyser toute la chaîne de fabrication. Quelles énergies sont utilisées pour fabriquer, combien d'eau sont nécessaires, etc., etc. Le transport, ensuite la distribution, ce qu'on appelle souvent dans le jargon le dernier kilomètre entre l'entrepôt et vous. On va analyser le fonctionnement du produit, son utilisation et le fonctionnement du service si c'est un service. Et puis enfin, on va analyser le recyclage à la fin. Donc ça, aujourd'hui, c'est la méthode la plus complète pour se faire une idée quand on a un choix à faire entre divers produits ou divers services. Alors, c'est important de faire de temps en temps ces analyses parce que malheureusement, je dirais, en développement durable, l'intuition n'est pas toujours la bonne conseillère. Et c'est là que je vais vous parler de tomates suédoises. Si on fait l'analyse de cycle de vie sur une tomate qui est mangée en Suède, on peut se dire de manière intuitive, bah, tiens, il faut mieux consommer localement. Et donc, acheter en plein mois de juillet ou en plein mois d'août une tomate suédoise produite localement. Eh bien, ce que va vous dire l'analyse du cycle de vie, c'est qu'en fait, même en plein été, il vaut mieux acheter une tomate qui vient du sud de la France ou de l'Espagne, parce que le camion qui va acheminer des tomates en Suède et acheminer plusieurs tonnes de tomates en Suède va émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'une tomate qui sera cultivée dans une serre d'office chauffée, parce que malheureusement, le climat suédois en plein mois de juillet n'est pas suffisant pour faire mûrir des tomates. Et donc, quand on fait l'analyse jusqu'au bout, eh bien, on se rend compte que l'intuition qui pourrait dire comment consommons localement est contredite par l'analyse du cycle de vie. Maintenant, cette analyse du cycle de vie reste malgré tout une équation, une analyse qu'il faut parfois remettre en cause ou lire avec vigilance. Il y a un cas qui a occupé un petit peu notre profession ou une partie de notre profession il y a quelques mois. C'était une analyse de cycle de vie faite sur la viande et notamment la viande de bœuf. Et on s'est retrouvé en fait avec une analyse de cycle de vie qui était favorable au bœuf américain versus le bœuf français. Alors, comment cela est possible? Eh bien, tout simplement parce que l'analyse du cycle de vie tenait compte de la consommation rapportée au kilo de viande produit. Donc, le kilo de céréales, les nombres de litres d'eau, le transport, etc. Et donc,
pour ceux qui sont un peu dans la rurale ou familiers avec ça, vous imaginez bien qu'un bœuf nourri dans un parc aux États-Unis, piqué avec des hormones, puisque c'est toujours autorisé aux États-Unis, va grossir beaucoup plus vite qu'une vache salaire nourrie sur le pré en France. Et donc, on peut, en effet, dans certains cas de figure, et on y reviendra tout à l'heure sur un exemple concret, encore plus concret pour vous dans le pet food, on peut se retrouver avec des analyses de cycle de vie qui sont favorables a priori à un produit et qui pourtant sont sujettes à discussion. Alors, ce sujet, il a beaucoup occupé nos confrères vétérinaires qui sont dans l'alimentation en France et notamment ceux qui travaillent pour Interbev, le syndicat des viandes, parce que vous savez qu'en France, on va mettre en place un éco-score sur les aliments et donc potentiellement, on peut se retrouver demain avec des barquettes de bœuf provenant de l'autre côté de la planète qui ont un éco-score meilleur que les produits fabriqués en France. Alors, je vous rassure, ça reste des exceptions. Dans l'immense majorité des cas, une bonne ACV permet de se faire une bonne idée. Néanmoins, comme toujours, il faut rester vigilant et c'est là aussi qu'on pourra, au sein de VetFamily, vous apporter notre compétence. Donc ça, c'est l'analyse du cycle de vie. On va voir tout de suite quelque chose qui lui ressemble étrangement et qui s'appelle l'éco-conception. Alors, l'éco-conception, vous voyez que ça a peu près le même cycle. C'est en fait une analyse de cycle de vie en quelque sorte, mais qui est faite au moment de la réflexion sur la conception du produit. Donc, quand on va concevoir un nouveau produit ou un nouveau service, on va se poser ces mêmes questions. Qu'est-ce que j'extrais comme matière première? Que va me coûter la transformation en termes d'impact, de gaz à effet de serre, de biodiversité? Qu'est-ce qui va se passer au moment de l'utilisation du produit? Et in fine, comment la fin de vie va être gérée? Alors, quand vous avez une bonne éco-conception, forcément derrière, vous avez une bonne analyse de cycle de vie, une analyse de cycle de vie qui est positive par rapport à l'existant. Donc, éco-concevoir les produits, c'est quelque chose qui émerge depuis quelques années. Je l'ai dit à la première conférence, aujourd'hui on hérite d'un monde depuis 150 ou 200 ans qui a vécu la révolution industrielle, où finalement, à part peut-être ces 20 dernières années, et encore, on s'est très peu posé la question de la planète. Donc, on a fait ce qu'on va voir juste après, une économie linéaire, où on s'est contenté d'extraire, transformer, consommer, jeter, sans réfléchir à la planète. Aujourd'hui, les sociétés, les organisations évoluent et de plus en plus parlent d'éco-conception pour tenir compte dès le départ dans la fabrication de leurs produits de l'impact au niveau de la planète. Donc aujourd'hui, un produit éco-conçu sera toujours meilleur qu'un produit venant du passé qui n'a pas été réfléchi en ces termes. Bien sûr, il faut conserver l'utilisation, l'intérêt du produit. On va y revenir dans quelques minutes avec un exemple concret sur le pet food. Alors justement, je vous parlais d'économie linéaire. Alors toutes ces notions, pourquoi est-ce qu'on passe un peu de temps aujourd'hui dessus? C'est important de le comprendre parce que demain, on vous fera part de recommandations, de choix, etc. Et on va utiliser cette terminologie. On reviendra bien sûr dessus, hein, c'est pas grave si vous retenez pas tout aujourd'hui, mais c'est important d'avoir ces quelques notions en tête. Et le but de ces 3 modules de sensibilisation, c'est bien ça, c'est de se remettre un peu tous à plat, de pouvoir avoir un document de référence qui vous permette de temps en temps d'aller rejeter un œil. Puis bien sûr, si vous avez des questions, on y reviendra. Donc Denis, aujourd'hui, oui. ouais, justement, c'était le point avec les différentes terminologies. Profitez que Denis soit avec nous pour pouvoir échanger. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous avez donc l'onglet à droite avec soit le chat, soit l'onglet questions pour les poser, pour que il puisse échanger avec vous. Vous pouvez même nous rejoindre, on va dire, dans l'écran si vous le souhaitez. Vous nous dites et voilà. Mais l'objectif étant vraiment de pouvoir échanger sur ces notions qui sont assez importantes pour la suite notamment. Merci Xavier pour ces précisions, en effet bien utiles. Donc oui, posez toutes les questions, on est là pour ça, pour y répondre, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on fait quoi? On fait essentiellement de l'économie linéaire. Hein. Je n'ai pas de pourcentage, il n'y a pas de publication là-dessus, mais c'est sans doute largement au-dessus de 95%.
On extrait des matières, on fabrique, on les consomme et puis on les jette. Alors on fait un petit peu de recyclage, je dirais quelques mots sur le recyclage juste après. Et puis on recommence à pêcher au départ. Dans la case, j'extrais, je fabrique, je consomme et je jette. Alors je fais souvent un petit sondage quand je suis en conférence live et je demande à l'audience combien coûte une sardine. Alors bon, selon le lieu où je me trouve, j'ai des réponses plus ou moins précises qui oscillent entre 50 centimes et quelques euros, mais j'ai jamais en fait la bonne réponse. Aujourd'hui, une sardine, son coût c'est zéro. On n'a jamais payé une sardine, personne. On a payé du temps de salaire du pêcheur, on a payé de l'essence, du gasoil plutôt pour alimenter le bateau, on a payé le poissonnier qui a un magasin, mais on n'a jamais versé le moindre euro à la nature pour lui extraire ses ressources. Donc c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui on pêche dans des ressources, et c'est pas un jeu de mots, mon exemple de la sardine et de pêcher, on puise, ce sera plus correct de le dire comme ça, on puise dans des ressources qui sont finies. Le stock de sardines mondial, il est fini, hein, il s'étend pas à perte de vue, et ça, cette matière, on la paye pas. On paye bien sûr tout ce que j'ai cité après, mais la matière en tant que telle, un lingot d'or, on n'a jamais payé le lingot d'or non plus. On n'a pas payé l'or en lui-même. On a payé l'extraction, le temps passé. Enfin, je vous refais pas la série. Donc les ressources aujourd'hui, elles ne sont pas comptabilisées dans notre économie, et c'est ce qui pose souci parce que on se sert dans un stock fini en n'y attribuant aucune valeur. Donc c'est un petit peu ça qu'essaye de faire donc l'éco-conception et l'économie circulaire, c'est de dire tiens, ces stocks sont pas inépuisables, et donc comment je vais concevoir mon produit en tenant compte de ces éléments pour que on permette une régénération des écosystèmes et que la boucle soit bouclée et qu'on entre dans une économie circulaire. Alors l'économie circulaire, ça va un petit peu plus loin que ça. C'est vraiment donc concevoir toute la boucle de manière à ce que on soit plus dans ce schéma linéaire, mais que la boucle reste fermée le plus possible. Alors on a déjà des exemples qui fonctionnent presque parfaitement bien, et c'est notamment le recyclage du verre en France. Le verre aujourd'hui est recyclé à 99% en France et est recyclé en verre. Alors pourquoi je dis qu'il fonctionne presque parfaitement bien? Parce qu'en fait, si on veut une vraie économie circulaire, il faudrait que le bien soit recyclé ou plutôt réutilisé dans la même utilisation. Et ça, on savait très bien le faire, en tout cas dans certains pays. Moi, je suis d'origine belge. Quand j'étais enfant et ado, toutes les bouteilles en verre étaient consignées, repartaient chez le producteur, étaient nettoyées, re-remplies. Un jour, on les a arrêtés parce que ça coûtait de l'argent en grande surface et ça faisait des volumes. Mais aujourd'hui, quand on fait une analyse de cycle de vie, donc, dont je vous ai parlé un petit peu plus haut, si on veut être le moins impactant avec une bouteille en verre, l'analyse du cycle de vie montre qu'on a tout intérêt à les réutiliser. Donc le fait de les renvoyer dans leur entreprise, de les laver, de les remettre dans la circulation est moins impactant que de les mettre dans une bulle en verre, de les rechauffer dans un four pour en refaire des bouteilles. Donc la vraie économie circulaire, quand on va vraiment jusqu'au bout de la démarche, c'est autant que faire se peut réutiliser le service ou le produit dans la même utilisation. Alors bien sûr, on a toujours une certaine perte, hein, si vous prescrivez un médicament contre l'insuffisance cardiaque, vous n'allez pas, ou difficilement, très difficilement, pouvoir le recycler pour fermer la boucle. Donc on a toujours une partie de l'économie qui restera linéaire, mais à nouveau, si on travaille bien dès le départ avec de l'éco-conception, on va s'assurer que globalement, ce qu'on utilise pour produire ces éléments qu'on n'arrivera jamais à mettre en économie circulaire, on va s'assurer que tout ce qui est nécessaire pour les produits correspond bien à l'équilibre que la planète peut supporter. Et toutes les études montrent que c'est tout à fait faisable, hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'un truc ésotérique où il va falloir se passer de la moitié des biens et des services. Il va falloir les réguler, il va falloir y réfléchir, etc. Le tout le temps, tout de suite, et c'est vrai relativement difficilement compatible avec ces notions. La question, c'est
de ne pas impacter, en tout cas de manière violente, notre confort de vie, tout en arrêtant de faire du tout de suite à toute heure. Et je donnerai un ou deux exemples tout à l'heure dans les cliniques vétérinaires. Donc ça, j'en ai déjà parlé. L'économie circulaire, elle va commencer par une éco-conception. Et là, on va venir rajouter deux notions dont on va parler, c'est l'éco-certification et les labels. Et on en a presque fini avec les nouveaux termes pour aujourd'hui. Donc on va éco-concevoir. Très souvent, on va du coup en profiter pour éco-certifier ou labelliser, pour donner une valeur ajoutée au produit. Ensuite, on va analyser donc les comportements de consommation avec la règle des 3 R qu'on cite souvent. Donc, c'est réduire autant que faire se peut l'utilisation. Alors, encore une fois, c'est pas se passer de tout et vivre comme au temps des cavernes, mais c'est par exemple dans une clinique, peut-être essayer de réduire au maximum l'utilisation de papier absorbant jetable, de les remplacer là où c'est possible par des lavettes microfibres réutilisables. Ensuite, on a le réparer, prolonger la durée de vie des produits. Le meilleur déchet, comme je dis souvent, c'est celui qu'on ne génère pas. Donc, vaut mieux réparer sa voiture une ou deux fois plutôt que de la mettre à la casse un peu trop vite. Et puis, réutiliser, donc essayer de minimiser les produits à usage unique, etc. Il y a des systèmes aussi de location qui existent. On vient d'une économie, et moi le premier, hein, donc je jette la pierre à personne, mais où voilà, il faut un taille-haie, on achète un taille-haie. Bon, on s'en sert 3 fois par an. Du coup, il y a des plateformes qui se mettent en place de partage entre voisins, etc., avec des assurances sur les biens et les services. Donc, on peut très, très concrètement améliorer énormément les choses, résoudre une grosse partie de l'équation de la planète, sans, encore une fois, vivre comme des hommes des cavernes. Il faut juste qu'on change un petit peu notre prisme et qu'on se dise, bah oui, tiens, en effet, si je reprends cet exemple du taille-haie, j'en ai besoin 3 fois par an. A priori, on doit pouvoir s'arranger sur une zone géographique limitée pour qu'on puisse le partager un petit peu plus que de l'avoir dans son garage en permanence pour une faible utilisation. Donc voilà des pistes concrètes, pratiques, qui montrent qu'en fait, on a juste besoin de commencer à réfléchir comment organiser tout ça et qu'on modifiera pas tant que ça notre niveau de vie et notre confort pour arriver à quelque chose de bien plus durable qu'aujourd'hui. Donc, quelques dernières précisions. L'éco-certification, c'est quoi? Donc, ça va garantir qu'un produit respecte un cahier des charges relatif à la protection de l'environnement. Donc cette garantie, elle va être plus ou moins importante en fonction du sérieux de cette éco-certification. C'est un cahier des charges, donc si vous avez envie de dire, ben voilà, moi je pense que j'ai un très bon produit ou une très bonne viande, par exemple, ou un très bon lait, si je traite ma vache pas plus de 25 fois par an, quelque part, vous pouvez le faire, hein, parce qu'il se fait dans la réalité, mais vous pourriez le faire. Voilà, et dire, ben voilà, moi, mon cahier des charges, c'est ça, c'est pas de traiter de plus de 25 fois. Alors bien sûr, il y a un certain contrôle, rétro-contrôle, etc. Mais tout ça pour vous dire que l'éco-certification, c'est un peu comme le reste, il faut quand même regarder ce qui se cache derrière. Le label, donc, c'est un moyen un petit peu plus puissant encore que l'éco-certification. C'est relativement réglementé en France. Il y a eu pas mal de dérives ces dernières années, mais le Sénat travaille là sur un tout nouveau projet de loi et en particulier sur le développement durable pour remettre de l'ordre dans les labels, puisque ces dernières années, c'est devenu très à la mode. On parle parfois de green washing. Il y a beaucoup de labels qui se sont créés, qui sont pas forcément sérieux. Et enfin, on a la marque. Alors la marque, c'est un nom déposé ou non d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de déposer un nom de marque. Si vous le déposez pas, il n'est pas protégé. Et la marque, ça va juste être en relation avec un produit et un service. On va en voir quelques exemples après. Donc, si je veux appeler mon produit lessive verte comme marque, c'est une marque. Il n'y a pas d'autres promesses derrière. Elle peut tout à fait être complètement chimique, complètement irrespectueuse de la planète. C'est une marque. Ce n'est ni un label, ni une éco-certification. Voilà, je vous embête un peu aujourd'hui avec tout ça, mais vous allez voir tout de suite des exemples concrets pour votre quotidien. On y reviendra, mais ça nous paraissait important de vous sensibiliser un petit peu à tout ça pour que vous puissiez acheter responsable,
challenger les personnes que vous voyez, qui viennent vous visiter, vous vendre des produits, des services, etc. Et encore une fois, on va vous aider sur tout ça. Alors, j'ai pris Denis, justement… Oui, Denis, une question de Jean-Christophe qui parle de son oui. matériel, de son concentrateur oxygène O2 qui coûte le prix d'un appareil neuf et il parle du coup de dilemme. Donc la réparation de mon concentrateur coûte le même prix d'un appareil neuf. Est-ce qu'il faut finalement changer son appareil ou est-ce qu'il faut le faire réparer toujours dans cette logique développement durable? Alors, c'est une très bonne question sur laquelle je n'ai pas de réponse précise parce que ça va dépendre de chaque clinique, ça va dépendre de vos convictions, de vos situations financières, etc. Je redonnerai un autre exemple très très pragmatique juste après. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous l'éliminez et que vous souhaitez être dans une démarche responsable, assurez-vous de comment il va être éliminé, éventuellement recyclé, etc. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Ensuite, la réparation, quel âge a-t-il? Quel service vous rend-il? Quelle garantie, quelle durée du nouveau produit? Donc tout ça, ça va être des éléments à prendre en compte. Si la réparation nécessite le déplacement d'un technicien qui se situe à l'autre bout de la France et qui vous dit on peut le réparer, mais vraisemblablement ça durera 3 mois la réparation, il est en effet peut-être plus intéressant d'en acheter un neuf, surtout si la durée de vie de l'appareil est de 10 ans. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, ça demande de réfléchir un petit peu à la situation. J'ai souvent la même question sur les véhicules. Euh, Même chose, une clinique qui est dans une situation financière où elle a besoin absolument de maximiser ses amortissements, etc. Moi, je ne peux pas vous dire ne changez pas de véhicule parce que c'est pas bon pour la planète et puis supportez-le financièrement. Le développement durable, on l'a vu, il repose sur 3 axes et c'est toujours un équilibre entre ces 3 axes-là. La partie économique, la partie sociétale et la partie environnementale. Donc là, en effet, Jean-Christophe, vous rentrez au moins 2 données, la partie environnementale et la partie économique. Et donc, c'est à vous un peu de juger le rapport coût-bénéfice en vous disant, tiens, et pour la planète, est-ce que je fais un petit effort? Est-ce que, en effet, ça va me coûter peut-être 50 euros pour le réparer, mais peut-être que ça vaut le coup, il n'est pas si vieux que ça, etc. Je vais vous donner un exemple précis que j'ai eu chez moi il n'y a pas longtemps. Plaque électrique en panne. Bon, qu'est-ce que je fais? Ça coûte 70 euros avec une start-up qui s'appelle Murphy, qui fait de la réparation d'électroménager. Elle est quand même vieille, une nouvelle coûte pas si cher. Finalement, j'ai opté pour la réparation. J'aurais bien fait de la démonter moi-même parce que c'était une cosse électrique qui était débranchée. Ça m'a coûté 70 euros, mais elle est peut-être repartie pour 10 ans. Voilà, j'avais fait le choix d'essayer de la réparer. Et je dis pas que c'était forcément le meilleur choix, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste vous dire, voilà, rentrez cette donnée environnementale dans votre réflexion et laissez-vous aussi la liberté de jongler avec ces 3 piliers du développement durable. Denis, dans ce que tu dis, on sent que finalement chaque cas est unique et il faut un peu une analyse un peu plus approfondie pour prendre un certain nombre de KPIs et d'éléments en compte. On peut peut-être imaginer demain pour les vétérinaires, les ASV, quand ils se posent ces questions-là, je ne sais pas s'il pourrait y avoir une grille de réflexion où on met justement ces éléments en compte pour les aider justement à trouver la bonne décision, puisque chaque cas, encore une fois, est unique. Mais bon, c'est peut-être une idée que voilà à creuser. En tout cas, j'espère que Jean-Christophe va pouvoir avancer sur son sujet. Et si jamais, n'hésitez pas, Jean-Christophe, à nous appeler pour qu'on aille peut-être encore un peu plus loin dans la démarche. Tout à fait. Il y a des sujets. Si vous me demandez est-ce qu'il faut réparer un échographe ou en acheter un nouveau, j'aurai une réponse plus tranchée. Un échographe et de manière générale les outils informatiques, ça nécessite des terres rares pour les produire. Donc le mot le dit bien, c'est des terres rares. Et donc du coup, l'impact environnemental, il est pas négligeable. Hein. Pour quelques grammes de terres rares, c'est des dizaines de milliers de tonnes de montagnes qu'il faut remuer pour avoir un peu de lithium, de platinium et autres métaux que je ne connais pas bien. Voilà, donc les choix sont toujours à poser au vu de tout ça. Alors, justement, bonne transition. Je vous ai mis à l'image 3 pet food et on va un petit peu jouer avec toutes ces notions qu'on vient de voir jusqu'à présent. Alors, je le dis tout de suite, je n'ai ni d'intérêt ni
choses contre ces marques. J'ai juste pris 3 marques au hasard. J'aurais pu les remplacer par d'autres. Et donc, s'il y a des gens qui sont des aficionados d'une de ces marques, j'ai absolument pas dit qu'ils faisaient mal, loin s'en faut. Je veux juste vous permettre de déguiser un peu vos réflexions là-dessus. Alors, à gauche, on a une marque qui s'appelle Reglo. Vous le voyez pas bien, mais au-dessus, il y a un petit bandeau tricolore et avec en dessous marqué fabriqué en France. Donc, sur l'étiquette, il est dit croquettes éthiques, insectes, patates douces et petits légumes. On va voir juste après quelques éléments supplémentaires sur cette marque. Au centre, vous avez un laboratoire français bien connu, Virbac, avec sa gamme classique, sans revendication outre mesure sur l'aspect environnemental. Et à droite, vous avez un sac qui s'appelle Insect Doc. Les insectes ont beaucoup le vent dans le dos pour l'instant en termes de pet food. Vous voyez qu'il y a un macaron green food au-dessus avec un arbre. Celui-là, il est fait en Allemagne, made in Germany. Et puis, il y a un certain nombre d'ingrédients dedans. Alors, pourquoi je vous mets ça à l'écran? Parce que souvent, j'ai des appels me disant, voilà, en termes de pet food, c'est quoi le mieux et le plus intéressant comme choix? Eh bien, moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. La seule réponse que je peux vous donner, c'est que pour les comparer, il faudrait faire une analyse de cycle de vie sur ces différents pet food. Et ça, petit à petit, les fabricants commencent à s'y mettre, commencent à comprendre que ça va devenir un vrai critère de choix. Mais là, comme ça, sur la base de ce qui est affiché sur les sacs, on a à gauche une marque, on a à droite également une marque avec des logos. Donc, on ne parle pas d'éco-certification ou de label. Donc, c'est juste une marque. Je vais vulgariser très fortement et encore une fois, ne vous offusquez pas si vous utilisez ces marques. C'est de la publicité en fait. Ici, on n'a que de la publicité avec plus ou moins de sérieux, avec plus ou moins d'investissement. Alors, Reglo nous dit, juste pour être un peu complet, ne pas écorner trop ces marques, et je n'ai absolument pas dit qu'elles étaient mauvaises, loin s'en faut. Donc Reglo nous dit, nous fait part de ses engagements. Dans le petit cadre à droite, il est mis fabrication française. C'est écrit assez petit, donc c'est fabriqué en grande majorité en France. Alors la majorité, comme vous savez, ça commence à 51 et ça s'étend jusqu'à 100%. Donc est-ce qu'on est plutôt à 51 ou est-ce qu'on est plutôt près de 100%? On ne le sait pas. Ça utilise des ingrédients locaux, lesquels on ne le sait pas non plus. Donc voilà, on est dans une promesse de marque et on n'est pas dans un écolabel, une éco-certification, pardon, ou un label. Donc ça, c'est important pour vous de le comprendre. Si vous aviez demain un pet food qui était éco-certifié, voire labellisé, ce sera toujours une mesure de sécurité supplémentaire par rapport à une promesse de marque. Et je n'ai pas dit, je répète encore une fois, bien sûr avec tout le monde, je n'ai pas dit que ces marques étaient mauvaises, hein, pas du tout. Et on peut avoir une excellente marque qui n'a aucune éco-certification, aucune labellisation. En général, quand même, quand ils ont fait des démarches, ils rajoutent un écolabel ou une éco-certification parce que justement, ça crédibilise leur offre de service. Donc, on en a pratiquement fini pour ces notions. Je vous ai mis quelques labels qui seront intéressants, on en reparlera dans le programme de pilotage. Ecocer, donc c'est une éco-certification que vous allez retrouver sur beaucoup de produits d'entretien. C'est une certification assez sérieuse. Donc, quand ils ont le label Ecocer, je ne dirais pas que vous pouvez fermer les yeux, mais enfin, on peut avancer. D'autres labels dont on vous parlera, PEFC et FSC, sont des labels qui portent sur les papiers durables. Donc, papier pour imprimante, enveloppe, etc. C'est intéressant puisqu'ils gèrent les forêts de manière durable. Attention là aussi, les médias font passer un peu tout et n'importe quoi. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais par exemple, ces deux labels permettent ce qu'on appelle la coupe à blanc. Vous savez, vous avez une parcelle avec des sapins dessus essentiellement, et vous repassez le soir et tous les arbres sont coupés. Et on dit ça, c'est pas de la gestion durable. Eh bien, quand on creuse et qu'on fait de l'analyse de cycle de vie, etc., si, ça peut tout à fait être de la gestion durable. Ce qui n'est pas durable, c'est de gérer une forêt comme on le fait en forêt amazonienne, c'est de la brûler pour faire de la culture derrière. Aujourd'hui, des parcelles, moi je connais des sociétés qui gèrent ça très très bien, qui font de la coupe à blanc.
Le bois est 100% utilisé pour faire ce qu'on appelle du bois d'œuvre, donc des charpentes de construction, etc. Du coup, le carbone qu'ils ont consommé en grandissant est stocké pour un paquet d'années, puisque c'est dans des charpentes de maisons. Et derrière, ils replantent des plantations. Moi, j'habite en Nouvelle-Aquitaine. Quand vous avez une coupe à blanc sur une parcelle, si vous passez 3 mois après, c'est plein de fleurs, plein de papillons, plein d'insectes pollinisateurs. Donc, encore une fois, les préjugés ont la vie dure en développement durable. Après, on peut faire aussi de la mauvaise coupe à blanc et couper à blanc et faire du bois de chauffage. C'est pas très très intelligent. Donc voilà, tout ça, c'est important de prendre en compte Et ces Denis, éléments-là. du coup, par rapport à ces labels, un cas très concret qu'on a eu au moment de la construction de ce programme avec une clinique qui disait, moi, j'ai besoin de produits entretien beaucoup plus verts. Et je crois que tu avais fait une recherche notamment sur des produits écossaires, me semble-t-il. Oui, oui, tout à fait. Donc nos cliniques pilotes, c'était intéressant de le voir. Aucune n'utilisait des produits d'entretien éco-certifiés, alors que l'impact est quand même pas du tout le même entre un produit qui a été réfléchi, qui répond à un cahier des charges, versus un produit qui n'y répond pas. Et après, comme vous le savez, on a aussi des zones dans nos activités de clinique qui nécessitent des produits d'entretien avec une certaine activité, notamment en chenil quand vous avez des cas de parvovirose, etc. Donc, faut bien jongler avec ces notions. Et encore une fois, le programme en tant que tel va vous aider à gérer tout ça. Alors concrètement, sur les quelques minutes qui nous restent, quelques exemples. Concrètement, ça veut dire quoi tout ça, toutes ces notions dans ma clinique? Eh bien, je vous ai fait justement sur les produits d'entretien un exemple d'économie linéaire. J'achète un produit d'entretien conventionnel, donc non éco-certifié. Je réfléchis pas particulièrement à la dose que je mets. Du moment que ça sent bon, que ça mousse, ça me convient. On est revenu en arrière. Hop. Donc je réfléchis pas particulièrement à la dose, puis je jette le flacon dans la poubelle tout venant et je rachète un nouveau flacon. Là, on est dans du 100% linéaire. Comment faire pour être un peu plus circulaire dans la clinique? Déjà, j'achète un produit éco-certifié, voire labellisé. Je l'utilise à la bonne dose, ni trop ni trop peu pour qu'il soit efficace. J'élimine le flacon dans la bonne poubelle de tri sélectif. Ou mieux encore, et aujourd'hui on commence à quand même avoir beaucoup de solutions là-dessus, je remplis le flacon via un distributeur en vrac. Aujourd'hui, vous avez toutes les Biocoop, un certain nombre de grandes surfaces qui s'y mettent. Donc c'est quand même mieux sur l'année de remplir 50 fois son bidon de plastique, qui, je vous le rappelle, le moindre plastique, ça dure à peu près 500 ans dans la nature, et encore, c'est dégradé en nanoparticules de plastique. C'est tout de même mieux de pouvoir le remplir au fur et à mesure que de le jeter systématiquement. Alors, vous prenez 2 ou 3 flacons, comme ça, vous en avez toujours sous la main, mais vous remplissez indéfiniment ces 2 ou 3 flacons. Donc, il y a des petites solutions très concrètes qui, mises bout à bout, changeront déjà pas mal la face des choses. Donc, autre exemple concret, j'éco-conçois mon service de vaccination chez un chat. La vaccination se fait dans une clinique qui utilise un fournisseur d'électricité verte, dont la consommation énergétique est réfléchie. On a une de nos cliniques pilotes là qui va bientôt faire un diagnostic énergétique complet. C'est une clinique qui consomme beaucoup d'électricité parce qu'elle a notamment des piscines avec jet d'eau, etc. pour faire de la physiothérapie. Donc, mais voilà, c'est ça aussi, faire de l'éco-conception et de l'éco-responsabilisation. Soit dit en passant, juste le fait qu'on l'ait passé sous énergie verte et qu'on ait regardé les contrats de prêt a permis d'économiser 15% sur la facture d'électricité. Et ces 15% économisés vont permettre, à périmètre constant économique, de payer le diagnostic énergétique complet. Bon, en plus, il y a un double intérêt dans cette clinique puisqu'ils vont construire une deuxième structure sur le même modèle que la première. Donc, autant réfléchir dès le départ comment on va optimiser toute cette utilisation d'énergie. Donc, je réfléchis en effet à la consommation d'énergie de ma clinique, et puis derrière, je réfléchis à l'impression de la facture, au mode de rappel utilisé, etc. Je vois des cliniques aujourd'hui qui me disent, nous, c'est ceinture et bretelles, on envoie un rappel papier, un SMS et un email. Bon, il faut savoir que le SMS et l'email, ça consomme aussi de l'énergie. Il y a des centres de gestion derrière tout ça qui permettent de gérer ça, et le numérique est une source importante de consommation d'énergie. Alors, une manière écologique de le gérer, c'est de dire,
je vais envoyer un mode de rappel et je vais laisser le choix au client du mode de rappel préférentiel. S'il n'est pas revenu, je me permettrai d'envoyer via un autre mode de rappel, papier si j'ai envoyé un SMS, etc. Je ferai un rappel par un autre moyen de joindre mon client. Et là, on voit bien qu'on associe l'aspect économique. Je cherche à ne pas perdre mon client et à bien dynamiser ma vaccination, tout en ayant une réflexion d'éco-responsabilité derrière. Donc voilà un autre exemple d'une meilleure éco-conception de pratiques quotidiennes. Et donc tout ça doit s'inscrire évidemment, si on a une démarche globale, dans une démarche de progrès environnemental qu'on va communiquer en interne et en externe pour motiver nos équipes à suivre et à développer progressivement, et puis faire savoir en externe au niveau de vos clients que votre clinique est impliquée dans ces schémas qui sont importants pour la suite de notre histoire au niveau planétaire. Alors encore 2 exemples et puis on va terminer puisqu'il est l'heure. Aujourd'hui, quand on veut changer de téléphone, il y a des téléphones qui sont éco-conçus déjà. Il y a notamment une société qui s'appelle Fairphone, qui est une société basée en Hollande, qui permet de réparer le téléphone, qui fait attention au sourcing de son produit. Quand vous construisez un site internet, il y a des plateformes aujourd'hui qui permettent de compenser les émissions de gaz à effet de serre que génère votre site internet. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent et on reparlera de tout ça dans le programme quand on va parler d'éco-conception, de prise en compte de l'impact global de la clinique. Donc, je vois une question qui apparaît. Oui, toutes les présentations seront en replay, donc cette deuxième présentation ainsi que la suivante, le module 3. Donc, pas de souci pour revoir ces présentations. Alors, on en terminera là-dessus. Tout ça va me prendre beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Alors bien sûr, on en a tenu compte. On sait que vous êtes bien occupé. Le but, c'est de vous laisser le plus de temps possible pour faire votre métier, donc de la médecine. Donc on va vous accompagner évidemment sur tout ça. Vous n'aurez pas des catalogues de 100 pages à feuilleter à chaque fois que vous voulez faire un choix. On va simplifier tout ça sur le portail VetFamily, notamment sur la conciergerie. Et puis, on réfléchira aussi, ça fera partie des brainstorming, des sessions qu'on animera. Aujourd'hui, quand vous allez chez le garagiste, quand vous changez de frigo, quand vous allez dans plein d'endroits où vous avez des services, vous avez des éco-participations. Demain, est-ce qu'on s'autorise, est-ce qu'on veut mettre une éco-participation? Pourquoi pas? On pourrait imaginer d'avoir une éco-participation sur, par exemple, les déchets de soins lors de chirurgie ou de chenilles, de journées d'hospitalisation, etc. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait le faire, on en débattra. Ça ne conviendra probablement pas à toutes les cliniques, mais il faut aussi se donner ces opportunités-là. Une fois qu'on a bien compris que le développement durable, il repose sur 3 piliers, il faut aussi un moment qu'on se dise, voilà, ces business models doivent évoluer. On hérite d'un truc qui ne fonctionne pas pour la planète et il faut qu'on invente la suite en tenant compte des 3 piliers du développement durable. Donc, ça fera aussi partie des éléments que l'on travaillera. Je vous remercie pour votre attention. Je repasse la parole à Xavier et je suis à vous pour les questions s'il y en a. Alors voilà, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. Simon, merci également pour cette question. Et puis voilà, toutes les informations sur le VET Eco Programme se retrouvent sur le portail dans la première page sur la partie solutions VET Eco Programme. Donc là, on était en effet sur des éléments un peu techniques de jargon, mais c'est des éléments importants, cycle de vie, éco-conception, label macaron. Pour votre information, on réfléchit pas à un label, mais à un macaron pour montrer aussi la valorisation des efforts que vous allez faire dans le cadre de ce programme, et puis demander également l'engagement des propriétaires de chiens, de chats, des éleveurs également à vos côtés, parce que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les choses. On souhaitait, avec Denis, remercier Amandine et Céline qui sont avec nous et qui nous avaient mis un message plutôt sympathique pour dire qu'elles avaient apprécié en effet ce module 1. Si tel est le cas pour le module 2, n'hésitez pas également à nous mettre un message. Ah, je vois que Gaëlle veut s'exprimer. Bon. Ah, elle est repartie. Elle est repartie. Hop, hop.
Voilà, n'hésitez pas à mettre un message aussi, voilà, pour nous dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses, vous dites tiens, il faudrait penser à ça, à ça. On le construit ensemble, ce programme. C'est ça l'objectif. C'est pas du greenwashing, c'est quelque chose qui prend du temps, mais toutes les idées sont bonnes à prendre. Et plus vous allez en parler autour de vous, plus on va aller dans le bon sens. Céline qui nous dit oui, toujours très bien, impeccable. Bravo à toi, Denis. Mais voilà, la route est longue, mais chaque geste compte. Merci d'avoir été avec nous. La prochaine étape, bah, c'est très rapidement, Denis. Oui, donc on se donne rendez-vous. Attention, c'est lundi cette fois et non pas mardi. Les 2 premières fois, c'était un mardi. La prochaine fois, c'est lundi prochain, donc le 14 à 13h, où on finalisera donc ces modules de sensibilisation par la partie managériale. Alors, le sous-estimez pas. Faire évoluer ses équipes, changer ses pratiques, etc., c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et on verra comment mettre ça en place pour dégager une énergie positive dans la clinique et quels impacts positifs également ça peut avoir sur votre activité. Excellente fin de journée et puis au plaisir de se retrouver lundi prochain. Pensez à vous inscrire dès maintenant sur le portail et sur cette plateforme Livestorm. Et avec Denis, on vous dit à la semaine prochaine. Excellente Merci à semaine. tous et à toutes et n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, ça nous permettra de faire du buzz et plus on sera dans ce programme, plus on pourra agir au niveau de vos fournisseurs également pour vous apporter des services respectueux de la planète. Merci à tous, bon À après-midi. bientôt.